Bon, bah, je vais commencer. Donc, Henri IV de Navarre à la conquête du trône. Alors, on va commencer. Faut savoir que ça commence en fait, avant de commencer la première partie. Faut dire qu'il y a eu la mort de François d'Anjou, le fils d'Henri III, François d'Alençon, qui était le chef des Malcontents. Il est décédé donc le 10 juin 1584, donc après l'avant-dernière guerre civile. Cela fait qu'Henri III s'est retrouvé sans enfant et c'est à ce moment-là, qu'il y a eu, bon nombre, de problèmes de succession. Hem et on y revient même à un problème religieux qui sera mêlé à un problème politique, voire même militaire. Et donc pour commencer, alors, on commencera avec les problèmes de succession au trône par rapport à l'ordre, et les lois de succession, mais aussi un problème inédit qui est le problème, religieux, le problème des huguenots dans les lois de succession, qui engendre du côté de la Ligue le manifeste de Péronne. On suivra avec un combat qui est politique et militaire, avec la riposte, huguenote face au manifeste de Péronne qui leur est hostile. La montée en puissance, des partis politiques, heu et les affrontements, armés qui ont suivi. On terminera avec, l'issue de la guerre, notamment l'appel aux puissances étrangères, donc le faible secours des puissances catholiques, pour la Ligue, menée par les Guises, la force de la diplomatie huguenote, et les dissensions entre Henri III et la maison de Guise qui permettront de mettre un terme, aux problèmes de succession. Et on y reviendra, après. Alors, on va commencer par aborder le problème de la succession au trône par rapport à l'ordre de succession, hem et aux lois. Donc faut déjà parler de la loi salique de 1328 qui formule clairement le principe de masculinité. Les raisons, c'est tout simplement parce que Charles IV, n'avait que des filles, n'avait plus que des filles. Et la personne qui était la plus proche pour lui succéder, au niveau des liens de parenté, c'était Édouard III, le roi d'Angleterre. Il était fils d'Isabelle, sa sœur. Donc Isabelle, la femme d'Édouard III, et la sœur de Charles IV. C'était donc lui qui était le plus proche du trône. Donc de 1337 à 1350, il va y avoir la surexploitation d'un manuscrit dont je n'ai plus le nom, par un moine de Saint-Denis, euh, qui va être exploité, euh, et qui va permettre euh, d'exclure tous les enfants issus d'une progéniture femelle de la lignée royale, voilà. Donc d'une sœur, etc. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut hériter pour devenir roi. Il faut que ce soit au moins le frère du roi, pas la sœur. Voilà. Et donc, la succession par la ligne masculine directe est faite par la loi salique. Et donc, la progéniture masculine rentre dans l'ordre de succession, est devenue même prioritaire. Euh, et c'est à ce moment-là qu'en fait, on se rend compte que, en mobilisant la loi salique, au XVIe siècle, on se rend compte donc que le sixième fils de Saint-Louis a eu une descendance qui arrive jusqu'à Henri de Navarre, premier prince du sang, et Henri de Condé, deuxième prince du sang. Tous deux huguenots. Et c'est à ce moment-là, puisque c'était eux qui étaient les plus proches d'Henri III au niveau du lien de parenté, c'est à ce moment-là qu'il y a un problème inédit, cette fois-ci, qui se pose, qui est le problème huguenot. C'était quand même un peu embêtant d'avoir un huguenot sur le trône pour la première fois en France. En tout cas, ça y laissait de nombreux débats. Euh, Et donc, oui, le lien de parenté de Henri de Navarre, c'était qu'il était, je crois, cousin au 21e degré de Henri III. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais c'est ce qu'il y avait de plus proche, apparemment. Parce qu'il y avait Charles de Bourbon qui était catholique, mais le problème, c'est qu'il était cardinal. En plus du fait qu'on le considérait comme pas complètement terminé.
Voilà. Et lui, il était au 20e degré, mais malheureusement, il était, voilà, cardinal et un peu neuneux, on va dire. Heu et donc à cela, comme, on était proche, comme les huguenots étaient, on va dire d'un point de vue de la loi salique, assez légitimes, cela a suscité bien sûr l'opposition de la Ligue et particulièrement, les meneurs de la Ligue qui est la maison de Guise. Et particulièrement Henri duc de Guise, Louis cardinal de Guise, qui est successeur, de l'illustre François de Guise qui a été réputé pour ses nombreux succès militaires. Euh, Toute la maison de Guise est opposée à ce qu'il y ait un huguenot sur le trône. Et donc, on demande, il confie, ouais, en fait, le duc d'Épernon essaye de présenter Henri de Navarre à Henri de Navarre les avantages d'une conversion. Donc on essaye, d'un côté on a le duc d'Épernon qui travaille pour la maison de Guise, enfin qui travaille pour le camp de la Ligue, euh, afin de convertir Henri de Navarre euh, au catholicisme, donc de changer de confession. Et de l'autre côté on a Philippe Duplessis-Mornay, qui lui est un huguenot, qui le contredit dans son argument, qui démontre que Henri IV de Navarre peut tout à fait rester un huguenot et être légitime sur le trône. Le duc de Guise est donc furieux parce que pour la première fois, oui, Henri IV, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, refuse la conversion, ce qui rend furieux le duc de Guise. Il y a donc une lutte contre l'hérésie, oui, l'hérésie en tout cas, c'est ce que la Ligue considère comme une hérésie, et le pape aussi. Donc lutte contre les Huguenots en France. Et vers la fin de l'année 1584 à Joinville, le 31 décembre, il y a le traité de Joinville. Philippe II promet un appui militaire et financier pour placer, donc Philippe II d'Espagne, pour placer Charles de Bourbon. Il y a une préparation d'une prise d'armes, effectivement, qui se déroule à ce moment-là. Et il y a même le manifeste de Péronne, qui exclut tout protestant de la succession, même les princes du sang, dans ce manifeste. Euh, ce manifeste est aussi une référence à la première ligue créée à Péronne, d'où le nom du manifeste de Péronne. On justifie la prise d'armes de la noblesse catholique. Euh, donc on la justifie religieusement, mais on la justifie aussi pour la succession du trône. Elle est dirigée aussi contre les favoris. Même si, donc les favoris qui étaient les mignons c'était évidemment cette moyenne noblesse, c'était cette moyenne noblesse qui était favorisée par Charles IX, afin qu'il s'appuie sur une nouvelle noblesse qui lui devrait tout, euh, ce qui n'a pas été apprécié par la haute noblesse à ce moment-là. Et donc oui, ce manifeste de Péronne est aussi contre les mignons, qu'ils soient catholiques ou protestants. Et Épernon jugeait aussi le duc d'Épernon, qui, bien qu'il a essayé de présenter les avantages de la conversion à Henri IV, eh ben il n'est jugé pas assez catholique pour avoir la faveur royale. Lui qui fait partie des mignons, justement. Le cardinal de Bourbon signe aussi le texte contre les ligueurs. Non, il signe le texte car il est considéré comme les ligueurs et les Guises. Voilà. Le chef de la Ligue, en théorie, est donc le cardinal de Bourbon, puisque c'est lui qui est le plus proche à la succession. Il a une autorité, selon les Guises, qui est plus légitime. Et c'est là que même au sein de la maison Bourbon de France, on a un conflit entre les catholiques et les huguenots. Au niveau de la puissance militaire, il y a le duc d'Aumale en Picardie, le duc d'Elbeuf en Normandie, le duc de Mayenne en Bourgogne, le duc de Mercœur en Bretagne. Et alors lui, le duc de Mercœur, il est en Bretagne et au nord de la Loire aussi. Ils avaient préparé leur coup depuis quelques mois et donc ils prennent les armes pour mettre Henri III sous pression. Les catholiques disent aussi qu'il faut prendre les armes pour le roi, mais contre sa mauvaise politique
qui est favorable aux Huguenots et qui met la couronne catholique, donc le roi, en péril. Henri III donc est menacé s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, s'il ne fait pas ce que la Ligue lui demande. Voilà. Donc on voit que pour Henri III, la situation entre les Huguenots et même les catholiques opposés à la Ligue et de l'autre côté entre les ducs de Guise, bah, sa position est quand même assez compromettante. Tout ça pour une succession causée, voilà. Et les problèmes de succession qui ont été, je le rappelle, causés par la mort de son fils. Voilà. Et donc dès mars 1585, oui, c'est ça, Henri III et la Ligue négocient. Finalement, le roi finit par céder le 7 juillet 1585 au traité de Nemours. L'édit de 18 juillet 1585 exclut les Bourbons protestants sur le trône. Et cela est dû aussi, a été approuvé par une démarche du pape, qui est le pape Sixte V, qui a fait la bulle privatoire. Donc, bulle privatoire de Sixte V, oui, c'est ça, le 7 septembre 1585. Donc, qui approuve ce traité pour exclure les protestants des lois de succession. Ainsi, Henri de Navarre ne cède pas, car il est menacé de toutes parts, et il prend les armes. Et c'est ainsi que débute la 8e guerre civile, qui sera la dernière, et qui celle-là va durer plus longtemps que les 7 précédentes, c'est-à-dire 13 ans. Donc de 1585 à 1598, jusqu'à l'établissement de l'édit de Nantes. Euh, À ce moment-là, donc, cela mène, donc on va aborder sur le combat qui est à la fois politique et militaire. Effectivement, après le manifeste de Péronne, mais aussi le traité de Nemours qui exclut les Bourbons protestants de la succession, il y a une riposte huguenote au manifeste de Péronne. Euh, les théoriciens huguenots, avec François Othman en tête, François Othman qui déploiera le texte de Brutum Fulmen en 1586 pour démolir. Son but en fait est de riposter la bulle du pape. Voilà. Et il y a le surintendant de la maison de Navarre qui est Philippe Duplessis-Mornay. Lui, de mars 1585 à août 1589, publie 26 textes, les 26 qui sont approuvés par Henri de Navarre. Donc on voit qu'il y a un grand nombre de textes qui émanent dans cette guerre politique, surtout venant des Huguenots. Il y a une reprise des thèmes polémiques, voilà. La Ligue va essentiellement sur le terrain religieux et les Huguenots sur le terrain politique. Il y a quand même un peu de combat théologique entre les deux aussi. Mais c'est surtout la Ligue, en fait, justifie la succession par la voie religieuse, les Huguenots par la voie politique. Voilà. C'est surtout là où on met l'accent. Les Huguenots, eux, veulent déplacer le débat pour prouver que le problème est tout autre que l'appartenance confessionnelle. Et c'est pour ça qu'ils mettent en avant la défense des droits du prince du sang de Navarre au trône, et qu'ils mettent aussi en avant, qu'ils disent que euh, la place d'Henri IV en tant que roi est respectueuse des lois fondamentales du royaume, selon les protestants. Et c'est vrai, le problème huguenot à ce moment-là était inédit. Donc, euh, le débat était assez légitime de ce point de vue-là, parce que ce problème était inédit à ce moment-là. Et donc, eux, ils orientent le débat vers un problème exclusivement politique. Ils se présentent comme les défenseurs des lois fondamentales du royaume en s'appuyant sur la loi salique. Donc, ils mettent aussi en avant le portrait du roi de Navarre en prince idéal, en le valorisant. On met en avant sa tolérance pour dire que sa maison est mixte. Le but étant de rassurer les catholiques, on dit regardez, Henri de Navarre, il a aussi des serviteurs catholiques. Donc, voilà, le but étant de rassurer les catholiques, particulièrement aussi les mignons et les malcontents qui étaient mal vus par les Guises.
les catholiques mignons et malcontents mal perçus par l'Église et la haute noblesse, le but étant de les rassurer. Hem, on manie aussi sa grandeur d'âme, sa clémence envers ses ennemis, voilà, on construit une sorte, de propagande autour d'Henri de Navarre, il n'est pas encore Henri IV à ce moment-là, Henri de Navarre, jusqu'à en faire une légende. On parle de sa vaillance au combat, on dit même qu'il combat même si ses conseillers lui demandent de ne pas y aller. Ça contribue effectivement à sa légende et on met en avant aussi le fait qu'il soit un prince du sang. Heu, donc évidemment, pour les huguenots, débat politique face aux arguments religieux des Guises. Heu, la mise en avant d'Henri IV jusqu'à y faire une légende et une réponse au manifeste de Péronne par la diabolisation des Guises, qui sont considérés comme mauvais conseillers. Évidemment, on dit aussi toujours que le roi est prisonnier sous des prétextes religieux et que cela ressemble à un coup d'État venant des Guises. Du côté huguenot aussi, on parle de la prise d'armes contre le roi, pour régner à sa place. On dit aussi que le fait que les Guises prétendent être les héritiers de Charlemagne n'est pas. On démontre cet argument par le fait que donc les protestants prétendent que les Guises se sont construits cette généalogie pour avoir un prétexte de plus pour régner à la place des héritiers légitimes. Voilà, c'est ce que les protestants pensent des Guises, que l'usage de la généalogie autour de Charlemagne est utilisé comme prétexte pour contrecarrer la loi salique, pour ne pas respecter la loi salique, selon les protestants. Et que ce sont des étrangers d'Italie qui sont alliés à Philippe II d'Espagne. Et donc que ce serait contre les intérêts du royaume de France. Et donc contre le roi, qui est étranger, allié, c'est contre le roi, c'est des intérêts, oui, les Guises sont aux intérêts étrangers, alliés à l'Espagne et donc illégitimes. Pour les Huguenots. Pour les Huguenots qui, justement, essayent de mettre Henri IV, non, Henri de Navarre à la succession du trône. Le portrait des Huguenots aussi, ils se défendent. Ils disent que le portrait qu'on a fait d'eux est inversé. Les Huguenots justement disent que contrairement à ce que racontent les Guises, ils sont bons Français et loyaux sujets, pour la plupart d'entre eux, que le processus de séparation, des sphères, politiques et religieuses peut se faire parce que c'est pas l'appartenance confessionnelle selon eux qui fait, un bon sujet du roi de France. Et enfin, il y a la distinction, oui, les huguenots construisent une pensée qui donne une distinction entre la citoyenneté, on va dire l'assujettement, oui, la citoyenneté, et la croyance. Voilà. À ce moment-là, il y a une montée en puissance, du parti, des politiques, oui. Une montée en puissance des partis, donc. Il y a un courant qui prend une nouvelle ampleur, qui développe une nouvelle conviction, que la guerre civile est inexplicable et que par pragmatisme, il faudrait la paix civile, une recherche de la paix. Sur le plan politique, les Huguenots se rapprochent des malcontents. Ils prônent une monarchie mixte. Ça ne veut pas dire que tous les malcontents catholiques étaient pour la monarchie mixte, mais en tout cas, c'est ce qui est prôné par l'ensemble du parti. Il y a une différence entre la souveraineté qui appartient au roi, voilà, et ils mettent en avant la défense du respect absolu de la loi salique, et qui a, oui, sous une démarche différente, il y a une distinction entre l'État et la religion, heu et que les malcontents ayant un intérêt politique peuvent se rapprocher, des protestants, voilà, des huguenots. Le but étant les huguenots, eux, alors que les malcontents voulaient, retrouver, leurs privilèges, retrouver leur prestance, d'antan, on va dire. Les protestants, eux, leur but, en construisant tout ce discours, n'était que de faire monter Henri de Navarre sur le trône. Voilà. En phase 2, il y a une ligue intransigeante, donc la ligue catholique menée par l'Église qui est intransigeante. Les huguenots et les malcontents sont opposés pour des demandes différentes, qui amènent aux mêmes revendications. Et donc il y a une séparation du politique et du religieux à ce moment-là. Les huguenots, donc oui, voilà, en tout cas, oui.
là-dessus, bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on peut aussi parler, donc on a parlé de l'affrontement sur le terrain politique, de la guerre politique. Il y a la guerre militaire aussi. Donc effectivement, sur le plan militaire, les ligueurs avaient 30 à 40 000 hommes et des possessions patrimoniales sur les terres du Béarn, les terres d'Henri de Navarre, donc le large sud-ouest, qui déborde jusqu'au centre-ouest. Ouais. Une armée royale qui est constituée de 30 000 hommes, en plus de l'armée des ligueurs, l'armée qui prête allégeance directement aux Guises. Et l'armée royale, donc les ligueurs 30 à 40 000 hommes, l'armée royale donc 30 000 hommes. Et Henri de Navarre s'appuie sur les partis huguenots. Voilà. Il y a une dissension, il y a des dissensions dans les partis huguenots, mais malgré les dissensions, donc l'Assemblée de La Rochelle en 1588, avec Turenne qui tente d'éliminer Duplessis-Mornay, par exemple, c'était une preuve des dissensions qui existaient et qui étaient bien réelles et parfois violentes. Euh, Toutefois, malgré les dissensions sur le plan militaire, les guerres sont quand même localisées dans le sud-ouest. Et Henri III ne veut pas se battre contre son cousin Henri III qui est catholique et roi, bien sûr. Ne veut pas se battre contre son cousin Henri de Navarre, excusez-moi. Euh, donc parce que les deux, oui, bah déjà parce qu'ils étaient cousins assez proches. En 1587, Henri de Navarre réalise qu'il faut donc passer à l'offensive. Il remonte vers la Loire. Effectivement, vers la Loire, ouais. Il, il aura un nombre de succès militaires qui contribueront davantage à sa légende, à la légende que les Huguenots construisent autour de lui. Il y a la bataille de Coutras le 20 octobre 1587, avec 5000 fantassins et 1500 cavaliers de part et d'autre. Cela mène à la mort du duc de Joyeuse, qui était un des mignons du roi. Euh, un et donc, il y a la présence de deux Bourbons, catholiques avec Henri de Navarre. Sur le plan militaire, cette bataille s'est terminée par un statu quo, mais ça a contribué davantage, on va dire que sur le plan moral, entre guillemets, ça a contribué à Henri de Navarre, parce que cette bataille a permis davantage de fasciner la construction autour de sa figure, la construction de sa légende autour de sa figure. En 1589, il y a la prise de Tours et de Saumur, traité de Plessis-les-Tours, qui mène au traité de Plessis-les-Tours le 3 avril 1589. Il y a donc une rencontre entre les représentants de Henri III et les représentants d'Henri de Navarre. Et donc, pour cette fois-ci, il y a une union entre l'armée huguenot et l'armée royale, même une fusion. Non, en fait, entre l'armée, on va dire, d'Henri IV, composée de huguenots et de catholiques, et l'armée royale. Cela mène au siège de Paris, avec 30 000 hommes. Du côté, oui, 30 000 hommes du côté de l'armée d'Henri III et de son potentiel successeur Henri de Navarre. Paris est encore aux mains de la Ligue, car la Ligue, cette fois-ci, est quand même seule contre l'armée royale et l'armée des Huguenots, bien qu'ils bénéficient encore de suffisamment de force pour maintenir Paris. C'est une situation difficile, la Ligue reste très puissante au nord du royaume, et particulièrement à Paris, et elle est encore influente. Pourtant, ce qui va sonner le glas pour eux, c'est donc on va parler de l'appel aux puissances étrangères, car il y aura un faible secours des puissances catholiques pour la Ligue, un faible appui espagnol jusqu'en 1588, qui sera donc en 1588 effectivement Philippe II donnera un appui financier considérable, mais pas de troupes, donc ça restera quand même assez insuffisant pour la Ligue. Et Charles-Emmanuel de Savoie en Dauphiné et en Provence euh, ne, ne donnera pas beaucoup, donnera une faible aide, un faible secours pour la Ligue. L'Espagne, comme les provinces italiennes, restent peu actives malgré tout. Contrairement aux offensives diplomatiques huguenots, euh, donc en 1585, il y a une grande offensive diplomatique avec trois principaux diplomates.
Le premier, Jacques de Ségur par d'Aillon, son adjoint Claude-Antoine de Vienne, baron de Clairvaux, et oui, ses adjoints même, puisqu'il y en a un deuxième, Paul Short de Buzenval, qui est ambassadeur et donc qui, par ses capacités d'ambassadeur, peut être mieux entendu auprès de ses destinataires. Euh, Ils sont donc envoyés aux Provinces-Unies, les Pays-Bas de l'époque, et dans le Saint-Empire romain germanique, ainsi qu'en Suisse et au nord de l'Italie, pour convaincre un grand nombre de princes, protestants comme catholiques, de venir les aider. Euh, les négociations sont complexes et longues et finissent en 1587 pour avoir une armée plus puissante, une armée de secours. 33 500 hommes supplémentaires, dont 8 400 reîtres, 6 000 lansquenets, 16 000 gardes suisses, 2 500 fantassins et 600 cavaliers du duc de Bouillon. L'intervention de ces troupes, grâce à des troupes issues des puissances étrangères, amenées grâce à la diplomatie huguenote, sera décisive contre la Ligue. Les ligueurs, effectivement, sont occupés par l'armée protestante, voilà, on va dire l'armée d'Henri de Navarre, vers l'est, et bloquent les troupes étrangères. Donc ça explique l'offensive d'Henri de Navarre, qui servira quand même de diversion. Malgré l'indiscipline, donc oui, il y a une armée qui est disloquée, indisciplinée, qui n'est pas coordonnée pour les adversaires. Donc l'armée des adversaires de la Ligue, oui, est effectivement indisciplinée et n'est pas coordonnée. Cela mène à la défaite de Vimoret et Donné. Euh, il y a eu plusieurs échecs car l'armée de Guise est effectivement plus performante et mieux coordonnée, mais ça a eu un effet de diversion. Toutefois, les dissensions dans le camp catholique entre le duc de Guise et Henri III, le premier, le duc de Guise, qui accuse le roi de ne pas faire, accuse, oui, le roi de ne pas faire le travail. Ça explique pourquoi le roi Henri III a fini par se retourner contre lui. Ce dernier, effectivement, a été assassiné par un moine dénommé Jacques Clément. Jacques Clément, qui était effectivement un partisan de la Ligue. Certains disent qu'il était même très zélé, un partisan de la Ligue de Guise, qui a tué oui, assassiné le roi Henri III à Saint-Cloud. La mort a été déclarée le 2 août. Le siège s'est terminé finalement par une victoire des troupes d'Henri de Navarre, qui est devenu Henri IV. Évidemment, donc là j'ai parlé de la manière dont Henri IV a conquis le trône. Euh, je n'ai pas parlé de sa conversion parce que bien évidemment il se convertira à la confession catholique. Euh, mais ça c'est encore alors quelles en sont ses raisons? Il y avait certainement un intérêt politique de sa part. Ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, j'ai fait le tour sur la manière dont Henri IV de Navarre a conquis le trône, aussi bien sur le plan politique que militaire. Voilà, donc c'est bon.